Le Mag Info, Eddie Planté. Allez, nous sommes en plein dans ce magazine d'actualité avec les trois invités déjà installés en studio. Oui, ce soir, invité pour commenter l'actualité, je reçois Jean-Luc Cellini, candidat des Insoumis de Guadeloupe. Il est bien avec nous. Bonsoir, monsieur Cellini. Bonsoir aux auditeurs de RCI, bonsoir aux abimiennes, guadeloupéennes et aux guadeloupéens également. Je rappelle que vous êtes des Insoumis de Guadeloupe, de la France Insoumise, et vous êtes candidat au municipal des Abîmes. Henri Angélique, secrétaire général du Rêve Guadeloupe. Bonsoir, monsieur Angélique. Bonsoir, Eddie Planté. Bonsoir à toute la Guadeloupe et à Pointe-à-Pitre singulièrement. Hubert Kiaba, candidat au municipal de Sainte-Rose. Ça n'a pas changé. Bonsoir, Eddie Planté. Bonsoir à toute la Guadeloupe. Voilà. Merci d'être venu ce soir pour commenter cette actualité. On va l'évoquer justement. On a annoncé la réouverture des établissements scolaires à Bémao. La grève continue, s'est tendue dans cette commune. C'est compliqué entre l'UTC, GTG et le maire Hélène Polifonte. Qui a raison, messieurs, dans ce dossier? Hubert Kiaba, vous qui connaissez bien les affaires, vous connaissez bien les affaires communales, vous êtes également conseiller municipal, le régime indemnitaire, Hubert Kiaba, ça vous inspire ou pas? Alors, on commence par Jean-Luc Cellini, peut-être. Oui, ça ne me dérange pas du tout. Oui. Donc, qui a raison? Donc, il va de soi qu'il n'est pas possible là de faire de l'ingérence dans cette affaire, puisque quand je dis affaire, bien évidemment, dans ce conflit, donc il est à déplorer tout simplement que les enfants soient victimes des dommages collatéraux de ce conflit. Donc en réalité, vous l'avez bien dit, c'est une notion précise, c'est le régime indemnitaire composé de l'IFSE et du CIA, et donc visiblement il y a un protocole d'accord qui avait été signé. Et donc les syndicats semblent reprocher là à la ville de Bémao et notamment à son premier magistrat, de ne pas appliquer ce protocole. Donc la seule chose que je peux dire là, c'est que on doit revenir à la raison, puisqu'on se rend bien compte qu'il y a une escalade depuis hier et que quelque part on doit se retrouver autour de la table des négociations. J'ai entendu le maire ce matin qui a lancé un appel à la négociation. Elle est prête à entendre de nouveau les grévistes, mais je crois qu'il faut trouver les modalités de sortie de la grève. Notamment, si on n'arrive pas à s'entendre et se comprendre, nécessairement il faudra envisager un médiateur. Donc les choses ne peuvent pas rester en l'état, et je crois que les premières victimes, on les a identifiées, mais le coût également sera certain pour la ville de Bémao, puisque visiblement il y a de la dégradation de matériel indispensable. Voilà. Donc il faut que l'on se retrouve sur la table de négociation pour discuter, pour sortir par le haut, à mon avis, de ce conflit. Absolument. Il y a un vrai problème humain à tous les niveaux. Humain, parce que on se retrouve face à deux personnes deux entités, deux parties prenantes qui n'arrivent pas à s'entendre peut-être sur l'essentiel. Là, comme le disait Jean-Luc, cette dégradation de la situation, elle impacte tout le monde. Parce que quand Bémao est bloqué, c'est toute la Guadeloupe aussi qui reçoit ces effets néfastes. Quand je dis que c'est un problème humain, après c'est un problème d'ego. Qui a raison? Tout le monde a raison sur ce coup-là, et en même temps tout le monde a tort. Problème humain parce qu'il y a une difficulté de communication, on n'arrive pas à s'entendre, on n'arrive pas à se voir, on n'arrive pas à interpréter le droit. Et donc, quand on applique le droit, quelque part, on a aussi une solution qui doit aussi apparaître. Alors, comment résoudre ce conflit? Je ne suis pas sûr qu'on arrivera à une solution efficace parce que ça a déjà pris une certaine ampleur. La population bémaotienne en pâtit. Les enfants ne vont pas à l'école. C'est pas uniquement le problème de la grève pour la retraite. Là, c'est un problème typique qui est communal. Alors, au début, je suis un peu comme tout le monde. Je me demandais quelle était la vraie raison de cette grève. À qui profitait le crime? Et plus ça évolue, on est en droit de s'interroger finalement quelle en sera la résultante face à une telle dégradation de la situation. Hubert Kiaba, vous n'avez pas y échappé. Alors, c'est vrai que dans la grève de Bémao, on parle de protocole d'accord, on parle de régime indemnitaire, mais il y a surtout un problème aussi d'équitabilité qui se pose. Et il faut véritablement qu'on se pose ce problème-là. Et que j'ai entendu, je suis un peu de près ce qui se passe à Bémao, mais le vrai problème d'équitabilité se pose. Lorsque le syndicat vous dit que je ne comprends pas que X soit noté et un régime indemnitaire à hauteur de ce qu'il fait, et nous, on constate
conformément au protocole que nous avons signé, il n'y a pas eu d'augmentation. On n'a pas tenu compte de notre notation. Donc, il y a déjà ce problème d'équitabilité qui se pose, mais aussi bien que cela se pose à Bemao, que ça se pose un petit peu partout en Guadeloupe. On a l'impression que très souvent, on gère le personnel communal comme bon nous semble et en fonction effectivement des positions politiques. Un tel, c'est mon bon ami, c'est mon neveu, c'est X, c'est mon enfant, c'est mon fils. Eh ben, on n'a pas de problème à noter, on n'a pas de problème à lui donner ce qui lui revient de droit. Aujourd'hui, le syndicat, pour avoir participé dans diverses négociations, doit être un partenaire avec lequel qui doit permettre à ce que la commune doit encore mieux fonctionner. Et je peux dire au niveau effectivement de la Guadeloupe que nous avons... Les gens disent parce que lorsqu'il y a blocage, eh ben que oui c'est ci, oui c'est le syndicat, oui ci, oui ça. Mais je peux dire pour avoir participé dans diverses négociations avec les syndicats, eh ben que nous avons vraiment une force de proposition parce que les choses sont véritablement proposées lorsqu'on est assis autour de la table. Alors aujourd'hui malheureusement les choses sont dégradées, se sont dégradées à Bemao. On entend ici et là un certain nombre de choses qui se font. Aujourd'hui on ne peut pas dire que c'est X ou Y. Mais on dit que c'est déplorable pour la population de Bemao qui souffre de cette situation-là. Alors je vais vous poser une question peut-être embarrassante, mais il faut bien la poser. Dans ce contexte social tendu à Bemao, est-ce que l'ancien maire qui incarne la ville de Bemao, qui est actuellement président de région, doit intervenir dans ce dossier? Est-ce qu'Henri Chalus doit y aller, doit se... Alors, on est en droit, effectivement, de se poser, est-ce que l'ancien maire intervient déjà dans ce dossier? Ah oui. On se pose la question, est-ce que l'ancien maire intervient déjà dans ce dossier? On peut être étonné lorsqu'on entend effectivement l'ancien maire dire sur les presses que moi je serai adjoint, je serai dans ce campagne-là, je serai adjoint, alors que nous savons normalement qu'il y a un maître, un capitaine dans ce bateau-là. Alors on se dit, est-ce que c'est véritablement un capitaine ou alors est-ce que c'est un pseudo-capitaine? Et si c'est un pseudo-capitaine, on s'étonne véritablement du silence de l'ancien maire. Alors on a l'impression que ce mouvement qui est revendiqué de droit par les personnes, par les agents, ce mouvement a un petit air politique que certains n'ont pas encore pris toute la dimension de la dangerosité de la chose. Jean-Luc Cellini, c'est une situation embarrassante pour Henri Chalus, selon vous, la situation à Bemao? Mais bien évidemment, mais il faut quand même garder à l'esprit que la personne qui est bel et bien maire de Bemao, c'est Madame Polifonte. Donc vous comprenez bien qu'il est toujours dangereux pour... l'ex-maire de la ville de Bemao d'entrer dans ce conflit. Mais si la situation perdure, je crois que nécessairement il va falloir trouver les voies et moyens pour pouvoir en sortir, je le répète, par le haut. Cela demande nécessairement que tout un chacun puisse effectivement s'asseoir autour d'une table. Et je serais tenté de dire que lorsque on a des prétentions, évidemment pour être sur une liste, quelle que soit la place, on ne peut pas se détourner de ce qui se passe dans sa ville, la ville qu'on a si longtemps gérée. Donc il est évident qu'à un moment donné, même si on veut laisser la place à Madame Polifonte, qui est l'acteur principal de cette situation, et vous venez d'évoquer à l'instant un problème d'équité, et je crois comprendre que le nœud du problème est parti d'un chauffeur, et donc je la trouve d'ailleurs, Madame Polifonte, à ce titre, relativement... isolée aujourd'hui, et donc se pose la question de savoir effectivement est-ce qu'il y a d'une certaine manière la possibilité qu'elle puisse être épaulée pour en sortir par le haut, mais visiblement également on semble vouloir aussi respecter sa fonction de maire, donc il ne faut pas l'oublier non plus. Oui, je crois que comme vous le dites, c'est un peu dangereux aujourd'hui, puisqu'il ne faudrait pas non plus qu'elle soit discréditée de sa fonction de maire. Si Henri Chalus intervient aujourd'hui, c'est qu'il va se substituer à elle. Donc, quelque part, c'est assez dangereux pour lui et pour elle à l'approche des élections, si toutefois c'est elle qui conduirait la liste. Maintenant, on se rend compte que c'est moins sûr par rapport à la situation qui évolue. Après, je pense, comme le disait Jean-Luc Cellini tout à l'heure, il faut un médiateur. Moi, je ne supporte pas l'idée qu'on aille tout le temps chercher un médiateur qui vienne d'ailleurs. On en a en Guadeloupe qui peuvent éventuellement résoudre les problèmes. Quand on a connu Henri Chalus en tant que maire, bien sûr, il a eu à subir un ensemble de problématiques sociales également, mais que ça ne durait pas aussi longtemps. Donc, il faut quand même le rappeler ou le constater. Peut-être qu'en intervenant aujourd'hui, sa parole vaudra aussi un peu plus d'or que celle du maire actuel.
Et quelque part, s'il s'engage en tant que Richalus, nécessairement, c'est en tant que président de la région aussi qu'il s'investira. Parfait, on va faire un prolongement justement sous ces municipales et évoquer l'avenir des communautés d'agglomération. On en a beaucoup parlé, notamment au dernier congrès, le rôle précis par rapport aux municipalités. Certains maires disent que ça fonctionne moins bien qu'avant, notamment sur la collecte des déchets dans les communes. Et est-ce que, selon vous, il faudrait réduire le nombre de communautés d'agglo en Guadeloupe, puisqu'on a constaté que cette semaine encore, la communauté d'agglo du Nord-Grand-Terre et celle de la Carle s'associent justement sous certains projets et essaient de travailler ensemble avec une idée fixe, c'est-à-dire travailler en intercommunalité. Est-ce que là, c'est l'avenir, c'est la bonne solution? Comment justement, quelle vision avez-vous dans ce secteur, Jean-Luc Céline? Oui, je suis conseiller communautaire, donc je me sens concerné par cette question, bien évidemment, et même si on ne l'est pas, c'est bien évidemment l'avenir de la Guadeloupe dont dépend bien évidemment ces institutions. Donc je regrette et le conseiller communautaire que je suis lors du dernier conseiller communautaire à Cap Excellence, cela ne se sait pas mais je le dis, j'étais à l'origine de la motion qui a été rédigée par Cap Excellence. J'ai demandé au président de Cap Excellence, puisque en regardant bien évidemment les débats lors du dernier congrès, je m'aperçois que l'avenir des communautés d'agglomération est quelque part discuté, visiblement décidé en catimini. J'ai trouvé cela inacceptable. Attention, il ne s'agit pas de dire, et il ne faut pas croire que lorsque je m'exprime de cette manière, que je suis contre le débat. Mais il me semble bien que pour discuter de l'avenir des communautés d'agglomération, il aurait fallu, au préalable, inviter également les présidents déjà dans un premier temps ou alors les conseillers communautaires. C'est une question qui est importante. On doit en débattre et non pas débattre de ces questions-là et de cette question-là en l'absence. Alors, sur ce qui est de l'avenir de ces communautés, y en a-t-il trop? Je crois qu'on ne peut pas y répondre de cette manière. Vous voyez bien que Cap Excellence, et je donne précisément mon positionnement à Cap Excellence, je suis certes un élu de l'opposition aux abîmes, mais Cap Excellence n'a jamais été un lieu pour moi d'opposition. C'est un lieu où il doit y avoir une cohérence, une mutualisation, une réflexion, une synthèse pour faire avancer nos trois communes. Donc je n'ai jamais choisi la posture de l'opposant à Cap Excellence, mais plus bien à porter quelque part ma vision. C'est le sens même de ma proposition de motion. Et donc ce débat-là, on devra l'avoir. Mais il faudra faire le bilan, à mon avis, de l'action des EPCI, et il faudra nécessairement se poser la question avec les acteurs, parce que depuis la mise en place, je peux parler de ce que je connais de Cap Excellence, il y a eu de l'expertise, il y a eu un travail qui a été effectué. On ne peut pas décider de l'avenir de cadre, on ne peut pas décider de l'avenir de tout ce qui a été quelque part fait. On ne peut pas faire un retour en arrière. Se pose la question donc des compétences. Est-ce que les compétences transférées, puisqu'il y a des compétences obligatoires, il y a des compétences facultatives, il y a des compétences optionnelles, est-ce que ces compétences sont justifiées au regard de l'action du maire, puisque c'est le débat en réalité. Il ne faut pas que le débat se transforme en argent, puissance de Cap Excellence. C'est pas ce débat-là, à mon avis, qu'il va falloir entamer. Hubert Kiaba. Moi, je pense que s'il faut qu'on ait un discours vrai et que la population puisse comprendre, on est véritablement en proie de se poser véritablement des questions. Comment on peut accepter de certains élus qui ont été présidents de certains EPCI, comment on peut accepter de ces élus-là qu'ils disent que oui, nous sommes maintenant pour 2 EPCI en Guadeloupe? Moi, je ne comprends pas effectivement ce langage. Je dis que lorsqu'on n'a pas été capable, par exemple comme la communauté Nord-Bastère de Sainte-Rose, de présider et de diriger et de donner un service à hauteur de ce que demandent les citoyens pour 80 000 personnes, on ne pourra pas le faire pour 200 000 personnes. Parce que lorsqu'on regarde, par exemple, la communauté du Nord-Bastère avec 80 000 personnes, je pense que ça est un échec, que ce soit au niveau du transport, que ce soit au niveau des déchets, que ce soit au niveau de la politique de la ville, ça est un échec. Et malheureusement, on trouve aujourd'hui certains politiques qui peut-être n'ont pas réussi à avoir la présidence, aujourd'hui, ils tirent à boulet effectivement sur les communautés d'agglo en disant que oui, mais il faut qu'on ait de plus grosses, de grandes communautés. Moi, je dis que le problème ne se pose pas là. Aujourd'hui,
faisons bien de ce que nous avons, de ces 80 000 personnes, essayons de bien gérer. Aujourd'hui, il se pose un réel problème. Le problème est quoi? Le problème est que les maires qui sont là, qui sont des élus bien souvent par leurs administrés, par exemple leur commune, est-ce que ces maires-là sont capables, est-ce que ces élus-là sont capables de travailler communautairement pour le bien de la communauté? Très souvent, on trouve des élus qui sont en contradiction avec les agents qui travaillent à la communautaire, parce que ces agents-là, ils défendent l'esprit communautaire, alors que les élus défendent l'esprit communal. Ils viennent pour défendre effectivement leur commune, et que par conséquent, tout le temps, ils sont en disgrâce, ils sont en divergence avec les agents, parce qu'ils estiment qu'on a oublié leur commune, ou alors qu'on n'a pas fait assez, il n'y a pas assez de dotation, et je pense que partant de cela, on ne va pas véritablement faire créer cet esprit communautaire. Et depuis le départ, et au niveau du fonctionnement maintenant, au niveau de la délimitation, je pense qu'il y a eu effectivement, encore une fois, les élus ont été absents de ce débat-là. Comment comprendre que Bemao fasse partie de Cap Excellence, que Pointe-Noire fasse partie de la CNBT, mais en même temps que Bouillante, qui est aussi sur la côte, comme Pointe-Noire ou comme Deyer, ne fasse pas partie de la même communauté. Je pense qu'il y a un problème qui se pose véritablement, où encore une fois, et les élus ont été absents dans ce débat-là, comme disait mon camarade Céline, et nous avons les résultats que nous avons maintenant. Angélique, quelle est la vision justement du rêve Guadeloupe sur ce dossier? En tout cas, ma vision personnelle et celle des camarades qui sont là, se pose toujours un problème de gouvernance à l'instant qu'il y a un jeu de pouvoir. Et lorsqu'on apprendra à travailler pour l'intérêt commun, peut-être que quelque part on réussira beaucoup de choses en Guadeloupe. Et il a dit tout à l'heure Hubert Kiaba, quand on travaille au niveau de la communauté, on doit travailler pour l'ensemble des communes. Peut-être qu'il se pose un problème de répartition également, du nombre de conseillers. Peut-être qu'il faut revoir tout ça, que chacun, on parle d'équité, c'est peut-être là aussi qu'il faut revenir sur la notion d'équité, où chaque commune est également représentée de façon à ne pas, qu'il n'y ait pas d'hégémonie de l'un ou de l'autre. C'est pas normal que plusieurs années durant, qu'on ait toujours le même président qui impose sa vision et quelque part sa préférence qui va toujours vers sa commune. Ça devrait tourner selon vous. Ça devrait tourner par une loi, comme ça réglerait beaucoup de choses. Est-ce que ça ne commence pas par le débat, par les projets à travers les candidats aux municipales? Est-ce que ça commence pas justement par ce langage de vrai, et aussi parler de la communauté, au-delà même de la commune, pour les candidats que vous êtes à ces élections municipales, ou aussi impliquer la population plus largement de cette communauté? Moi, je pense qu'obligatoirement, ça s'impose. Ça s'impose parce que maintenant, il y a des problèmes de déchets. On parle véritablement de problèmes de déchets, sans véritablement mener la population à la vraie problématique des déchets en Guadeloupe. La vraie problématique des déchets en Guadeloupe. On a la Gabar au niveau du traitement. On a la Gabar qui est en train de fermer à petit feu, et que on se retourne vers Sainte-Rose sans que personne ne dise quoi que ce soit. On avait un faramineux projet de pratiquement plus de 200 millions d'euros, où nous avons quand même perdu des dizaines et des dizaines de millions d'euros sans qu'il y ait effectivement quoi que ce soit qui soit fait. Les élus ne se posent pas la question. Au niveau de la collecte maintenant, là c'est du n'importe quoi. Et aujourd'hui, et c'est pour cette raison-là que maintenant que ça déborde, on entend les habitants disent que ça va pas, mais il y a effectivement ce même problème-là concernant ce problème de collecte, mais aussi le problème de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères aussi. Comment faire? Alors, il y a encore un autre problème qui se pose, et aujourd'hui, et c'est pour vous dire qu'on est au corps de la politique. Aujourd'hui, le restaurateur ou alors le commerçant qui met sa poubelle devant son commerce, devant son bâtiment, normalement la poubelle ne devait pas être collectée au même moment que la poubelle des riverains. Cela veut dire que ce commerçant-là devait s'assurer et devait être responsable du traitement de ses déchets, alors que c'est la population qui le paie. Donc voilà une des raisons qui fait que les problèmes véritablement ne se posent pas, et que nous sommes dans une démarche politique. Quand Justin Sapoti ici même dit qu'avant la collecte des déchets se faisait mieux avec justement l'organisation des communes, ça veut dire qu'on n'a pas avancé. Les communautés d'agglomération, les TPC étaient justement faits pour ça, pour que au niveau de la collecte des déchets soit plus efficace. Ça faisait mieux, mais c'était quand même déficitaire. C'était une des plaies des communes. C'était mieux organisé.
c'était mieux organisé, mais c'était une des plaies qui faisait que les communes ne se comportaient pas bien financièrement. Et lorsqu'on transfère effectivement ces plaies-là, à la communauté des communes, sans que nous trouvons véritablement des solutions, on se retrouve dans la situation où on est aujourd'hui. Oui. Jean-Luc Céline, c'est quoi? C'est pas l'entité, le PCI qui pose problème, sont les élus qui doivent faire fonctionner justement ces EPCI. Écoutez, la manière dont les choses, le débat était posé la dernière fois, je me pose éminemment énormément de questions. Et donc, le PCI semble ne pas être en cause, mais je veux dire que les élus sont là et les élus ont un travail à faire. Vous avez parlé à l'instant du débat qui doit s'instaurer normalement dans le cadre de ces élections. Forcément, puisque dans un certain nombre de compétences, lorsqu'on a un programme, lorsqu'on a un projet, il y a donc des intitulés, des grands axes. Et dans le cadre, par exemple, de notre projet, il y a bien évidemment le développement économique. Il y a la gestion des déchets. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, s'agissant du développement économique, c'est Cap Excellence. S'agissant de la collecte des déchets, là aussi, c'est Cap Excellence. Donc il faut l'expliquer ça à la population, aux électeurs. Effectivement, il y a un travail d'explication à faire pour que quelque part l'électeur ne puisse pas constamment se retourner vers le maire qui se sent démuni. C'est peut-être ce que Jocelyn Sapoti a voulu dire et a voulu faire passer comme message, que nécessairement la population avait tendance à se retourner vers lui en prétextant qu'il était le responsable peut-être de la mauvaise collecte des déchets. Mais il faut avoir aussi à l'esprit que les EPCI en Guadeloupe sont relativement jeunes. Et donc, il y a nécessairement un temps d'adaptation pour trouver, nécessairement un équilibre, une manière de faire les choses. On se cherche, mais c'est petit à petit que l'oiseau fait son nid et il ne faut pas jeter, à mon avis, l'opprobre sur le PCI, rendre le PCI responsable de tous les maux. Il s'agit pour chaque élu, puisque je rappelle que le conseil communautaire est composé d'élus, des conseils municipaux et doivent être les relais dans les différents EPCI, de la politique ou de la vision. Et c'est un travail qui doit se faire avec une information, bien évidemment, ascendante, descendante et transversale également, pour pouvoir trouver le schéma idéal pour que la population, conserve la population correctement, en réalité. Mais le cas de Pointe-à-Pitre est typique. Qui a transféré la collecte des déchets à Cap Excellence, alors qu'il y avait déjà un programme de travail sur le terrain, mais malheureusement, quand la situation financière ne permet pas d'aller jusqu'au bout du projet, qu'est-ce qu'on fait? On transfère rapidement cette notion de collecte à Cap Excellence. Résultat, on se retrouve dans une société pointoise et qui est démunie, qui est dépourvue d'un système de nettoyage efficace, et les gens se plaignent naturellement. Mais en retour, qu'est-ce que nous avons? Quand on parle d'équité encore, quand on parle d'élus composant le PCI, mais si ces élus-là n'ont pas le poids nécessaire aussi pour défendre leur propre commune, là aussi c'est un problème. Donc voilà pourquoi j'insiste autant. Il faut peut-être revoir encore une fois cette notion de gouvernance au sein des EPCI, rétablir aussi les équilibres, permettre à ce que chaque représentant de sa commune puisse effectivement défendre la position de sa commune et non pas que cette hégémonie soit uniquement réservée au président ou autre. Oui. J'ai participé au dernier conseil communautaire. Je le répète à nouveau, Cap Excellence n'est pas un lieu d'opposition, en ce qui me concerne. Et ce problème... Vous avez un autre regard quand même. Absolument. Ce problème à Pointe-à-Pitre a été évoqué. Bien sûr. Et donc, toutes les mesures seront mises en œuvre pour régler, parce que à Cap Excellence, les élus communautaires sont conscients. Et nous avons discuté il n'y a pas si longtemps que ça, je l'ai dit le dernier, de la nécessité de revoir l'organisation de la collecte des déchets pour Pointe-à-Pitre et nécessairement pour l'ensemble des villes qui sont partie prenante de Cap Excellence. Donc sur cet aspect-là... Et Céline, Jean-Luc a tout à fait raison de rappeler que ce n'est pas un espace d'opposition, mais quand on voit que c'est l'élu de l'opposition qui défend la position de Pointe-à-Pitre, en la personne de Harry Durimel, de façon à faire en sorte qu'une motion soit votée et qu'il insiste même pour que le maire de la commune l'accompagne. Pour un élément d'intérêt de la commune, vous imaginez comment ça peut se passer éventuellement pour d'autres décisions? Je pense, Indy, que faut nous pas livrer aussi pour la population là. Et que lorsque ces élus-là
il y a que l'État a proposé de créer des communautés d'agglomération, il pensé que c'était une sorte de moyen pour eux de organiser pour faire ces affaires. Je suis vice-président à la communauté d'agglo du Nord-Bastère en matière d'environnement. Quand je suis rentré dans cette communauté-là, eh bien, premier bilan trouvé, eh bien, il y a des agents payés par la communauté d'agglo et qui a disposition à des entreprises qui avaient des marchés publics. Pour mon pas dire rien. Il y a effectivement des agents payés par la communauté d'agglomération qui pourtant sont jeunes, comme le disait Céline, mais pourtant qui n'a qu'à fonctionner à dans une sorte de rouage qui a fait que citoyen là, il va effectivement mettre la main à la poche. Eh bien, personne ne dit rien. Des agents qui sont payés par la communauté, mais qui sont à la disposition des communes. Et qui a fonctionné, mais encore plus grave, et je pense qu'au niveau, on parle de communauté d'agglo, on dit que oui, il faut mettre de plus grandes communautés d'agglo. Comment comprendre en matière de transport? Je prends un exemple au niveau de transport interurbain. On dit que oui, on enlève le transport dans les mains des petits transporteurs. On va passer des marchés avec les communautés d'agglo qui avaient cette responsabilité-là à un moment, et que on va passer des marchés pour que les chefs d'entreprise puissent répondre. Eh bien, les chefs d'entreprise répondent. Les chefs d'entreprise répondent, ils font des propositions d'offres. Cela veut dire que à chaque mois, ils ont capoté facture pour payer. Malheureusement, lorsque le citoyen lambda, il va prendre le car de Sainte-Rose ou alors de Dieppe pour aller à Pointe-à-Pitre, il paie à ce transporteur-là. L'argent qui est payé à ce transporteur-là devait aller dans les poches de la communauté d'agglo. Combien de communautés d'agglo qui récupèrent l'argent là ça? Pognon. Eh bien, ce transporteur-là qui a gardé, et pour mon pas dit rien. Donc, résultat, eh bien, le petit, effectivement, administré qui va prendre le car pour aller à Pointe-à-Pitre, il a payé le transporteur là, mais il a repayé des déficit à la communauté d'agglo parce que ça rentrait en poche à transporteur là. Pour mon pas dit rien. Et aujourd'hui, on vient dire que oui, eh bien, il nous faut 2 communautés d'agglo parce que les petits ne fonctionnent pas. Non, soyons sérieux. Posons-nous les vraies questions, regardons-nous des miroirs et disons véritablement si nous avons fait la gestion qu'il faut, si nous avons répondu aux attentes qu'il y était effectivement fait lorsqu'on nous a transféré effectivement ces compétences-là. Transition tout trouvée pour évoquer les municipales, messieurs. Vous êtes engagés tous les trois à ces élections municipales. Jean-Luc Cellini, vous présentez la France insoumise, les insoumis de Guadeloupe. Vous serez tête de liste aux abîmes, Jean-Luc? C'est officiel, c'est acté. Oui, bien sûr. Vous serez entre les deux candidats favoris entre guillemets, on dit aux abîmes, le maire sortant et aussi Olivier Servat, où vous dites que vous êtes la troisième voie, où vous arrivez avec quelle ambition concrètement à ces élections municipales des abîmes? Non, je crois qu'il faut avoir l'esprit que la ville des Abîmes a quand même 56 000 habitants et que le débat ne peut pas se circonscrire entre les deux protagonistes que vous venez d'évoquer. D'autant qu'il y a 38 000 votants aux Abîmes, peut-être aujourd'hui avec le nouveau recensement, on a perdu de la population, on pourrait revoir à la baisse ce chiffre. Mais en tout état de cause, il y a une moyenne que j'ai observée depuis 2014, il y a 18 000 à 20 000 personnes qui s'expriment régulièrement. Cela veut dire qu'il y a de la place pour le débat, il y a de la place pour pouvoir quelque part proposer une nouvelle voie. On est bien d'accord. Donc, je suis là aujourd'hui le représentant de l'alternative abîmienne, citoyenne et solidaire. Et il n'y a pas que la France insoumise. Je suis donc là aujourd'hui avec un certain nombre de partenaires. Vous l'avez dit, la France insoumise, Guadeloupe insoumise, mais il y a aussi le CIPA et il y a le PSG. Donc c'est quelque part une force, une nouvelle force aux abîmes que nous essayons d'installer, eh bien avec une contribution programmatique de mes partenaires, avec bien évidemment, puisque le principe même de notre mouvement c'est la solidarité, l'alternative abîmienne citoyenne et solidaire, et donc quelque part nous avons le désir et nous sommes en action pour proposer une nouvelle voie. Donc voilà en réalité ce que nous souhaitons faire. Et cette nouvelle voie, ça passe par un projet ou bien évidemment pour les abîmes. Bien évidemment. De grandes idées pour les abîmes, puisque avant de parler de votre projet, je voudrais avoir votre sentiment sous ce combat des chefs aux abîmes qui alimente les réseaux sociaux un peu partout. On a le sentiment que c'est un vrai combat de coq. Vous qui êtes candidat aux abîmes, comment vous analysez la situation? Alors vous voyez bien que j'évite de me mélanger dans
ce combat. Et la dernière passe d'armes entre les deux protagonistes, c'est de savoir qui avait soutenu Emmanuel Macron, qui a le plus soutenu Emmanuel Macron. Visiblement, c'est le dernier élément que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Alors, permettez-moi de recentrer quelque part le débat. On est bien d'accord. Donc, qu'est-ce que l'on demande en mars 2020, le 15 mars 2020? Quelle est la question, quelque part, qui est posée à nos concitoyens abîmiens? Il ne s'agit pas de savoir, quelque part, qui a organisé le plus de midi-minuit, ou l'inauguration de bâtiments. Il ne s'agit pas de savoir qui a envoyé le plus de cartes de joyeux anniversaire ou de condoléances. Il ne s'agit pas de savoir si 30 ans de jaltonisme, ça suffit. Ce n'est pas un argument. Il ne s'agit pas de savoir si on veut changer pour changer et aller vers le plus jeune. Il ne s'agit pas non plus de savoir quel député est le plus fainéant des deux. C'est pas ça la question. Cette question est déjà réglée depuis 2017. Il ne s'agit pas non plus de juger, d'incriminer telle ou telle personne. Puisqu'on entend des affaires, je crois qu'on doit se prévaloir de la présomption d'innocence et laisser les juridictions et les juges se prononcer. Laissons la justice sereinement faire son travail. Il s'agit juste de savoir qui, en mars 2020, le 16 mars 2020 ou le 21 mars 2020, qui est le plus à même de gérer la ville des Abîmes immédiatement. Voilà la question qui est posée. Donc, pour répondre à cette question, il faut précisément se poser une simple question, qui est la deuxième que je pose. Il faut nécessairement que les électeurs abîmiens se demandent qu'ont fait les protagonistes. Et il n'y a pas que 3 candidats. Il ne faudrait pas faire offense aux 2 autres candidats qui se sont présentés. Nous sommes 5 jusqu'à maintenant. Qu'ont-ils fait depuis 2014? Se pose donc la question du bilan. Majorité et opposition ont un bilan. Nous sommes dans un climat de défiance. Tout élu doit être en mesure de présenter le fruit de son travail. On ne peut plus considérer le mandat comme l'extension de son patrimoine personnel, familial ou professionnel. On doit rendre des comptes. Je sais très bien de 2014, puisque je suis le témoin. Sur 50 conseils municipaux, j'en ai raté 5, 90% de taux de présence. Je sais très bien qu'il y a un bilan de la majorité. Je ne suis pas d'accord avec tout ce bilan, bien évidemment. Il ne m'appartient pas de le défendre. Mais de l'autre côté, je m'interroge pour le candidat de la République en marche sur son bilan. On peut toujours discuter échanger avec la majorité sortante, ils ont un bilan. Mais le candidat de la République en marche, qui semble aujourd'hui vouloir se délester, de l'investiture de la République en marche, il a prononcé sur les médias, rappelez-vous, que Emmanuel Macron m'a demandé de gagner la ville des Abîmes. On ne peut donc pas se soustraire. C'est quand même grave d'entendre un jeune élu prononcer ces mots-là. Si nous étions en Afrique et qu'un jeune élu africain vient à la télé et dit « Emmanuel Macron m'a demandé de gagner, je ne sais pas, la Côte d'Ivoire, le Sénégal », quelle aurait été la réaction du peuple? Vous vous rendez compte de la gravité, de la portée symbolique de ce propos? Donc vous nous direz dans un instant quelques lignes sur votre projet pour les Abîmes. Absolument. Henri Angélique, à Pointe-à-Pitre, le rêve Guadeloupe est bien évidemment engagé. Le rêve Guadeloupe est engagé avec Harry Durimel. Nous avons une liste d'union. Nous souhaitons effectivement que de nombreux opposants à cette municipalité. L'union avance et puis après, comme je vous disais tout à l'heure, ce sont des hommes. Donc parfois, les hommes sont compliqués, voire même très complexes. Mais je pense que Harry Durimel fait tout pour que cette union se fasse. Il fait des propositions très concrètes. Après, chacun analyse, chacun fait ce qu'il veut, comprend ce qu'il veut. Mais une chose est certaine, Harry Durimel, c'est l'homme de la situation. Donc, je travaille avec lui comme bon nombre de points 3, puisque vu la situation de Pointe-à-Pitre, moi, j'ai besoin d'un homme de confiance, quelqu'un de pugnace, quelqu'un d'efficace, quelqu'un qui soit compétent. Je pense que le long combat pendant plus de 20 ans de Harry Durimel, ne serait-ce que pour le chlordécone, est un élément suffisamment probant, suffisamment parlant, suffisamment éloquent pour démontrer son efficacité, son savoir-faire. Donc voilà pourquoi j'invite bon nombre de personnes comme
comme moi, à œuvrer avec lui et que cette union se fasse et que ne ça soit pas juste sur des éléments très éphémères, des arguments très éphémères, des arguments qui finalement ne sont que des arguments politiques pour aller aux élections. Et à quel stade cette union aujourd'hui? Elle est très avancée, mais comme je peux vous le dire, ce sont des hommes. Donc pour l'instant, Harry Durimel fait tout pour que l'union se fasse. Parfait. Quelle sera la feuille de route du rêve Guadeloupe pour Pointe-à-Pitre avec Harry Durimel? C'est quoi votre feuille de route? Notre feuille de route, c'est faire une proposition très concrète au point 3, de façon à ce qu'éventuellement on puisse allier cette notion écologique à l'économie. Voilà pourquoi nous avons reçu par exemple le président de l'UDS ce week-end, qui a apporté son soutien. Et donc quelque part nous avons démontré au point 3 qu'il est possible de s'en sortir avec des idées saines, des idées qui vont au-delà de ce qui est proposé aujourd'hui. Et donc quelque part avec cette notion cette volonté d'œuvrer ensemble, je pense que la feuille de route pour Pointe-à-Pitre, avec le rêve, mais avec cette lutte d'union qui va s'appeler Oxygène 2020, je pense que le point 3 va se retrouver dans ce programme. Hubert Kiaba, à Sainte-Rose, ça paraît très compliqué, beaucoup de candidatures à Sainte-Rose. Vous placez comment dans tout cela? Donc nous constatons simplement que Sainte-Rose va mal. Et je pense que s'il y a pléthore de candidats, c'est parce que véritablement Sainte-Rose de Lima va très 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 mal, au point où ces agents qui sont en fin de compte les piliers, le bastion de cette société ne sait pas à chaque fin de mois s'ils seront payés. Aujourd'hui, nous entendons un chef des unités qui dit que oui, mais moi j'ai dû acheter à manger à la cantine, ou alors j'ai dû payer les salaires, donc il n'y aura pas à manger. Donc on se dit que la situation elle est quand même grave. Aujourd'hui, nous aurons peur peut-être demain, parce que nous avons entendu aussi que il a fallu que nous nettoyions un peu, que nous investissons au niveau des déchets. Donc nous ne savons pas, les agents se demandent s'ils seront payés, parce qu'il y a eu vraiment un investissement qui a été fait avant le carnaval. En tout état de cause, je tenais à dire que, sachant la situation de la commune, où le préfet a tiré la sonnette d'alarme, où la population se rend compte que les impôts ont augmenté, que tout diminue, on a effectivement décidé déjà dans un premier temps de dire que nous allons penser à nos personnes âgées. Alors, je l'ai dit l'autre jour, j'ai entendu un politologue dire que oui, mais Hubert Kiaba propose de s'occuper des personnes âgées alors que c'est une compétence du conseil départemental. Je dis non. Et c'est pour cette raison-là que nous avons véritablement envie de faire changer les choses. Lorsqu'on est maire dans une commune et qu'on voit pratiquement 40%, 60% de ces personnes âgées qui touchent même pas le minimum vieillesse de 800 € et qui touchent 400. Il y en a ceux qui touchent 15, 16, 17 € pour leur retraite, et que je dis que lorsque nous serons au pouvoir, nous allons faire en sorte à ce que ça s'arrête. Nous ne disons pas que nous allons prendre de l'argent dans les caisses de Sainte-Rose pour effectivement payer ces personnes-là, mais nous disons que nous allons accompagner ces personnes-là de manière à ce qu'ils touchent la complémentarité de leur retraite. Et c'est ce que nous voulons. Nous ne comprenons pas qu'il y a effectivement des centres d'action sociale qui sont là, et pourtant ce travail-là n'est pas fait. Nous disons aussi rapidement qu'il n'est pas normal. Regardons ce que nous avons entendu à Saint-Martin concernant le plan de prévention des risques naturels. La population s'est mobilisée, les élus ont suivi, et le préfet a reculé. Aujourd'hui, nous ne comprenons pas qu'à Morne-Rouge, par exemple, nous avons 2/3 de la population classée en zone rouge, notamment l'école élémentaire de Morne-Rouge en zone rouge. Donc c'est gravissime, et que on a l'impression que les gens ne prennent pas conscience. Hubert Kiaba, je rappelle que vous êtes conseiller municipal. Vous étiez au début de la mandature au sein de la majorité municipale. Quel bilan faites-vous de votre action? Parce que vous êtes écarté très vite justement de cette majorité. On a cessé effectivement. Alors on est là parce qu'il y avait une convention, il y avait un accord qui avait été pris lorsque nous avons décidé de venir avec les personnes de divers horizons politiques dans cette équipe-là, et que les choses ne sont pas respectées. La première chose, c'était, il avait été clairement dit lors de la première discussion que nous avons eue que on aurait quelqu'un de confiance au niveau de la direction du cabinet, et nous avons vu tout de suite qu'on est rentré, le maire a décidé de gérer tout entre lui et ceux qui lui étaient les plus proches. Donc nous avons effectivement dénoncé cela. Nous avons constaté que les projets qui avaient été faits, notamment au niveau du foncier pour cette affaire de terrain agricole au niveau d'Aubin, ça n'a pas été réglé. Nous avons constaté que le problème de l'eau jusqu'à aujourd'hui n'est toujours pas réglé. Nous avons constaté que au niveau social, au niveau du port de pêche, que les choses n'ont pas avancé. Donc alors vous avez été déçu de votre expérience politique. On a
Et j'ai été déçu, mais je n'ai pas cessé non plus de tirer la sonnette d'alarme et de lancer effectivement des bouées au maire de Sainte-Rose. Toute dernière question pour vous, à vous trois. Qu'est-ce qui va faire la différence? Parce qu'on parle beaucoup de changement en 2020, en mars 2020. Qu'est-ce qui va faire la différence? C'est la personnalité du candidat ou le programme du candidat? Jean-Luc Céline, rapidement. La personnalité du candidat. Ah oui. La personnalité. S'agissant des abîmes, c'est la personnalité. Et bien évidemment, j'écoute parfois des analystes qui vous disent que le débat national n'aura pas d'impact sur les élections locales. Je ne suis pas d'accord. Je suis persuadé qu'il y aura bien évidemment un vote de défiance quelque part vis-à-vis de la politique du gouvernement et d'Emmanuel Macron. Puisque vous le voyez bien, nous sommes là dans une situation, c'est du jamais vu. On est en train de dépasser ce qui s'est vraiment fait en mai 68. Je n'étais pas encore né, mais il est évident que là, la situation... Pour vous, c'est la personnalité. C'est la personnalité. Aux abîmes, c'est la personnalité, à mon avis, beaucoup plus que le programme. Et donc, vous pensez que vous avez cette personnalité, vous incarnez cette personnalité forte pour faire bouger les choses aux abîmes? Écoutez, j'ai entendu parler d'amour, je viens de dire que j'ai 90% de taux de présence aux abîmes. Ça, c'est une preuve d'amour. Il ne suffit pas de dire qu'on aime la ville des abîmes. Il faut y être. Et je rappelle que le candidat de la République En Marche a démissionné depuis 2017. Il n'est plus conseiller municipal ni conseiller communautaire. C'est à ce moment-là qu'il aurait dû montrer la preuve d'amour vis-à-vis de la ville des abîmes et non pas lors d'une organisation de fête patronale. Merci. Jean-Luc Céline, Henri Angélique. Oui, je suis tout à fait d'accord. La personnalité, le parcours, l'expérience. Et je crois que nous avons ça déjà à Pointe-à-Pitre et on va le démontrer. Cette personnalité, vous l'avez, vous l'incarnez, je suis parfaitement mes amis et je pense effectivement que c'est la personnalité. Je pense qu'il faudrait véritablement des hommes et des femmes à la tête de ces collectivités qui soient capables de dire oui. Il faut un projet derrière. Il faut effectivement une vision. Il faut aussi cet amour de la commune, comme le disait, mais il faut surtout une personnalité derrière, effectivement, ces hommes et ces femmes qui ont responsabilité ces communes en 2020. Merci messieurs, justement merci d'être venus ce soir pour commenter cette actualité. Jean-Luc Céline, candidat aux élections municipales des Abîmes qui représente la France Insoumise et les Insoumis de Guadeloupe, Henri Angélique, secrétaire général du REV Guadeloupe et Hubert Kiaba, candidat également au municipal de Sainte-Rose. Merci messieurs, bonne soirée.